Quand je leur raconterai cela, ils considéreront probablement que cela relève de mon imagination. C'est ce qui arrive lorsque la vérité devient trop étrange pour la réalité. Mais tout s'est exactement passé ainsi. Je n'ai ni fusil ni massue. Ces instruments, ici en Angleterre, où je vis et travaille, ne sont pas seulement mal vus, mais ils suscitent aussi trop de questions. Et moi, je suis du genre à préférer laisser les questions sans réponse. Je ne me distingue pas. Si quelqu'un me croisait dans la rue, il penserait probablement que je suis avocat ou employé de banque. Quelqu'un avec un travail routinier mais respectable. Costume sombre, chemise pastel, cravate Windsor. Des chaussures marron au lieu de noir. Personne ne jette un deuxième regard. Et c'est ainsi que j'aime ça. Il y a quelques jours, je conduisais dans la rue avec une voiture hybride, délibérément plus lentement que la vitesse autorisée. Sur le siège passager reposait une photographie. Enfin, plus précisément sa copie. Un dessin à l'encre parfaitement détaillé. La personne sur l'image était celle que je recherchais. Ils avaient violé les termes du contrat, ceux qui leur permettaient de rester libres. Maintenant, cette liberté touchait à sa fin, et pour cela, ils allaient me payer généreusement. Mon travail porte différents noms selon les coins du monde. Personnellement, je préfère celui de chasseur de primes. Il a un côté romantique, évoque des images de rues poussiéreuses, de salons et de types durs avec des chapeaux. Mais la réalité est bien loin de tout cela. Ici, il n'y a pas de bar ni de cow-boy, seulement des routes à sens unique, des salons de thé et des types bizarres que je poursuis. Je regardais à nouveau le dessin. L'artiste l'avait merveilleusement bien fait. Ce n'était pas seulement un portrait, c'était presque une photographie de l'âme. Content que l'image soit désormais parfaitement fixée dans ma tête, je tournai à droite et entrai dans le vieux cimetière. Les bandes rouges dans le ciel hivernal annoncèrent l'arrivée de l'obscurité. Ce n'était pas un bon présage. La journée avait commencé calmement. Lettres, journal, cigarettes. Un luxe rare. Peut-être n'aurais-je pas dû prendre la dernière théière de thé, mais qui peut résister? Maintenant, alors que je me dirigeais vers l'objectif, je savais que, même si j'arrivais plus tard que prévu, je n'étais pas pressé. Le mausolée se dressait devant moi, gris et délabré, mais conservait encore des vestiges de sa grandeur passée. Je me garai près, veillant à ne pas bloquer le passage, et sortis de la voiture. En cherchant dans le coffre, je trouvai ma mallette et me dirigeai vers la porte. La porte craqua lamentablement, mais heureusement pas assez fort pour alerter quelqu'un à l'intérieur. Les derniers rayons de lumière se filtraient, par les fissures, dans les murs de pierre. Je savais que le temps pressait. Le sarcophage était au centre de la salle, détérioré, comme tout le reste autour de lui. Je pris une profonde inspiration, ouvris ma mallette et sortis le pieu numéro 5. Solide, parfaitement aiguisé, il avait été fait pour ça. Le couvercle du sarcophage céda. En dessous, un cercueil, non verrouillé. Cela rendait tout plus facile. Le fugitif était là, d'âge moyen, avec des cheveux châtains clairsemés et des joues dégonflées. Ses yeux étaient enfermés. Parfait. Je plantai le pieu dans son cœur et me retirai quand son corps commença à se désintégrer, se dégonflant comme une vieille poupée. En peu de temps, il ne restait qu'une poignée de cendres. Je sortis un aspirateur portable de ma mallette, un modèle standard, destiné à nettoyer la voiture. Mais je lui trouvai une meilleure utilité. Je l'allumai et recueillis les restes du fugitif. Tout rangeait à nouveau et sortit. Il était temps de toucher ma récompense. 30 minutes plus tard, je garai ma voiture devant un manoir imposant dans la City. Le permis de stationnement était sous le pare-brise. Cet endroit, le ministère, l'une des institutions les plus anciennes du pouvoir, presque inconnue de tous. Même le Premier ministre, je suppose, ignorait son existence. Un fonctionnaire m'accueillit à l'entrée, me reconnut et, sans poser de questions, me conduisit à la porte au bout d'un long couloir. Sur la plaque était gravé un nom, Florence T. Butterworth. Personne ne pourrait dire que Florence T. Butterworth cherchait à plaire à la société. Et peut-être que c'était là sa particularité, sa magie brute et rugueuse, celle qui vous mettait mal à l'aise, mais d'une manière étrange, captivante. Ses doigts, jaunis par la nicotine, reposaient sur un vieux bureau en chêne, qui avait dû être le témoin de siècles de conspiration. Ses cheveux gras encadraient son visage sans vie, comme s'il ne s'agissait pas de cheveux, mais de rideaux déchirés dans une fenêtre d'une maison abandonnée. La pellicule de poussière recouvrait les épaules de sa chemise bleu foncé, si froissée qu'elle semblait avoir été le témoin d'une lutte sans fin contre le temps, une lutte où personne n'avait gagné. L'odeur d'alcool, de cigarettes et de quelque chose d'autre flottait dans l'air, quelque chose de plus lourd que la simple sueur, quelque chose qui rappelait l'humidité des vieux sous-sols de pierre. Mais au lieu de la répulsion, je ressentis une étrange admiration. Mon cœur battait dans ma poitrine, comme celui d'un adolescent à son premier rendez-vous. Elle leva les yeux, à peine remarquant ma présence, et hocha la tête. J'ouvris ma mallette, pris le petit sac de poudre, ce qu'il restait du fugitif, et le posai soigneusement sur son bureau. « Ah, oui, l'honorable Wilfred !» dis-je. « Vous êtes Wilfred ?» « Oui, monsieur. » « Vous êtes Wilfred ?» « Oui, monsieur. » « Vous êtes Wilfred ?» « Oui, monsieur. » « Vous êtes Wilfred ?» « Oui, monsieur. » « Le posai soigneusement sur son bureau. « Ah, oui, l'honorable Wilfred !»
dit-elle avec un léger sourire moqueur, soulevant le sac avec 2 doigts, comme si ce n'était pas la preuve de son travail, mais une simple pièce de monnaie égarée dans une poche. Il ne se contentait plus du sang en bouteille. Alors, il a commencé à errer. Florence se leva lentement et se dirigea vers un coffre-fort caché dans le panneau de bois du mur. Elle l'ouvrit, jeta le sac à l'intérieur et ferma la porte d'un geste qui marquait la fin de la phrase. « Cela ne sert à rien », murmura-t-elle en revenant à son bureau. « J'ai une autre tâche pour toi. » Elle me tendit une feuille de papier. Je la pris, la rangeai dans la mallette et, presque avec regret, sortis de son bureau. Sa présence restait avec moi, comme l'odeur de cigarette imprégnée dans les vêtements. En montant dans la voiture, je dépliai le document. Nom, adresse, photographie. Mon prochain objectif, un lycanthrope. Selon le ministère, il n'y en avait qu'un seul en Angleterre. Sa licence lui permettait de rester libre, tant qu'il passait quelques nuits par mois enfermé dans une cage. Mais près de son territoire, des restes d'animaux démembrés avaient été retrouvés. De la chair déchirée, des os exposés. Je levai les yeux vers le ciel. La pleine lune brillait comme l'œil d'un vieux vilain. Je soupirai et démarrai le moteur. La route s'éloignait de la ville, pénétrant dans la campagne anglaise. Les champs, à travers la fenêtre, sombraient dans l'obscurité. Les arbres s'étendaient au-delà des clôtures, et leurs branches nues semblaient des griffes, s'étendant vers le ciel. Le GPS indiquait que je me rapprochais. Bientôt, l'asphalte se termina et le bruit des gravillons résonna sous les roues. Je vis le mouvement avant qu'il ne soit prévu. Au loin, dans l'ombre, une foule se rapprochait. Des gens portant des masques épais tenaient des torches, et il y en avait assez pour que tout cela devienne dangereux. Mon cœur accéléra, mais il semblait qu'ils ne m'avaient pas remarqué. Je restais dans la voiture, observant comment ils se détournèrent vers l'entrée qui menait à ma destination. Lorsque je repris la route, la tension ne disparut pas. La maison à laquelle j'arrivais avait dû être magnifique autrefois. Maintenant, ses fenêtres étaient aux brisées, et sur la porte, quelqu'un avait peint à la bombe « Monstre ». La foule était passée par là avant. Je jurais à voix basse, mais sincèrement, cela pourrait devenir un désastre. Non seulement le risque que le lycanthrope échappe, mais aussi la probabilité que son secret ait été révélé. Et le ministère ne pardonnait pas de tels échecs. Le téléphone n'avait pas de réseau. Je sortis de la voiture et me dirigeai vers la porte, prêt à faire face aux conséquences. Elle était entr'ouverte. En franchissant le seuil, je me retrouvai dans une maison qui semblait à la fois vide et hostile. Au loin, une lumière faible clignotait. Je m'en approchai prudemment, mais lorsque j'arrivai à la porte, je m'arrêtai. Là se trouvait ce que je craignais, ou peut-être quelque chose de bien pire. Au centre de la pièce, une immense cage en métal se dressait, tel l'animal, le symbole, qui tournait autour de toute la scène. La porte de la cage était grande ouverte, et à l'intérieur, étendu sans bouger, gisait le corps d'un loup. Le sang s'écoulait lentement, formant une mare épaisse et collante sur le sol. Je fis un pas en avant et remarquai un léger, presque imperceptible mouvement. Le loup respirait encore. Peut-être que je ne suis pas arrivé trop tard, pensai-je, mais à ce moment-là, depuis le coin de la pièce, un faible bruit se fit entendre. Mon cœur fit un bond. Quelque chose glissait dans l'obscurité. Mon téléphone ne fonctionnait pas, mais la lampe de poche était encore opérationnelle. Je l'allumai et le faisceau de lumière éclaira la silhouette d'une jeune femme. Elle était assise contre le mur, les genoux serrés contre son poitrine, son visage noyé de larmes. Elle leva la tête et me regarda, ses yeux remplis de terreur et de confusion. « Je pensais qu'ils étaient revenus, » murmura-t-elle. « La foule. Je les ai vus partir, » lui répondis-je, essayant de parler doucement pour ne pas l'effrayer davantage. « Mais il faut sortir d'ici. Tous les deux, j'ai un endroit sûr. » Elle se coucha le visage dans les mains, sanglotant silencieusement. « On voulait juste qu'on nous laisse tranquilles, » dit-elle. « Mon frère a essayé. Vraiment, il a essayé. Il n'a pas choisi d'être comme ça. Il n'a pas choisi de devenir un lycanthrope. Ça s'est juste produit. Et puis... » Sa voix se perdit alors qu'elle tourna la tête vers la cage. Le corps à l'intérieur ne bougeait plus. Le loup avait disparu. À sa place, gisait un homme. Mais l'homme était mort. « Je suis désolé, » dis-je. Ma voix résonna de manière creuse dans le silence de la pièce. L'amour d'une sœur ne lui permettait pas de voir le monstre en lequel il était devenu. Pourtant, il méritait au moins un peu de respect. Je pénétrai dans la cage pour soulever son corps. Il devait être rendu au ministère avec sa sœur en deuil. Je m'agenouillai, l'inspectant attentivement. Son cou était tranché, une coupure profonde, nette. La blessure semblait précise, presque professionnelle. Ce n'était pas l'œuvre d'une foule enragée. Je levai les yeux et compris que je m'étais trompé. La sœur ne pleurait plus. Elle se leva lentement et son visage se tordit en un sourire froid et subtil. Dans sa main, elle tenait un long couteau sinistre qui brillait à la lumière de la lampe de poche. « Tout a été bien plus facile que je ne pensais », dit-elle, sa voix emplie d'une confiance glaciale. Ces idiots du village n'avaient aucune idée de qui tuait le bétail. Ils couraient juste avec leurs torches, accusant n'importe qui. Mais moi,
Moi je savais. J'ai mis des sédatifs dans la nourriture de mon frère, puis j'ai attendu qu'il s'endorme, et je lui ai tranché la gorge. Et pour détourner les soupçons, j'ai dévasté la maison, cassé les fenêtres, écrit ces mots maudits sur la porte. Tout pour que la foule croie que c'était eux. « Mais pourquoi » m'exclamai-je. Ses yeux brillèrent de fureur. « Pourquoi ? Parce que j'en ai marre » cracha-t-elle. « Marre de jouer la nourrice, marre de ces cages, de ces nuits blanches, de toute cette merde. Je veux vivre, je veux vendre cette maison, partir et ne jamais regarder en arrière. Mais avant, il faut que je me débarrasse de ce petit obstacle supplémentaire. » Elle avança d'un pas, tenant le couteau comme si elle savait exactement comment l'utiliser. Elle était plus dangereuse que n'importe quel monstre avec lequel je m'étais retrouvé face à face. Une personne qui tue, sans hésiter, sans remords. Elle leva le couteau, je sentis la peur m'attraper, les griffes acérées d'un animal. Mon corps se figea, comme si une couche de glace m'enveloppait. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. « Bonne nuit », dit une voix derrière moi. Je me retournai, contrôlant à peine mon tremblement. En même temps, je ressentis une terreur mêlée de soulagement. « Florence T. Butterworth », soufflai-je. « J'ai eu un mauvais pressentiment après ton départ du ministère. » Dit Florence T. Butterworth, sa voix calme, presque comme si elle expliquait pourquoi elle était en retard pour le thé. Alors je t'ai suivi. Elle tourna son regard vers la jeune femme devant moi, sa main serrant le couteau si fort que ses jointures te devinrent blanches. « Lâche ce couteau », ordonna Florence d'une voix tranchante, autoritaire, sans laisser de place à la discussion. « Non » cria la jeune femme, ses yeux brillants de rage. « Je te dépècerai toi, et puis lui. » Florence ne bougea pas. Elle esquissa juste un léger sourire, les coins de ses lèvres se courbant dans un geste qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une politesse. « Certains appelleraient mon pressentiment de l'intuition, » dit-elle comme si elle pensait à voix haute. « Mais je préfère un autre mot. Instinct. Un instinct ancien, animal. » Soudain, son corps se tendit, puis commença à trembler. D'abord faiblement, comme si elle essayait de réprimer un frisson, mais rapidement, le tremblement se renforça, devenant puissant, terrifiant. Ses mouvements devinrent dictamment brusques, chaotiques, et ses cheveux sales commencèrent à voler dans toutes les directions, comme si un tourbillon l'avait englouti. Et ce n'était pas que ses cheveux. Ils grandissaient. Un pelage sombre et dense commença à recouvrir sa peau, jaillissant sur tout son corps, partout où mes yeux se posaient. Sa silhouette changea, se redressa, s'élargit, comme si quelque chose de monstrueux éclatait vers l'extérieur. Je restais paralysé, incapable de détourner les yeux, mais en même temps, je ne voulais pas voir ce qui était en train de se produire. Ses vêtements se déchirèrent dans un bruit assourdissant, tombant au sol, et je détournai le regard. Mais la curiosité l'emporta. À travers mes doigts, je vis son visage. Allongé, couvert de longues dents jaunes, de la salive coulant de sa bouche. Ses yeux brillaient d'un feu primitif, fixés sur moi. Et puis elle hurla. Ce son traversa mes nerfs comme une scie rouillée. Je sentis mes jambes céder sous moi, mes genoux tremblants, jusqu'à ce que je m'effondre à genoux. La jeune femme, terrifiée, laissa tomber le couteau qui tomba bruyamment sur le sol et s'élança hors de la pièce, sans se retourner. Je restai là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes yeux rencontrèrent-ils le regard ardent de Florence T. Butterworth. Je ne savais pas que toi, tu étais un lycanthrope, murmurai-je, sentant les mots se coincer dans ma gorge. Elle ne répondit pas. Elle grogna, bas, grave, mais avec une menace qu'il était impossible d'ignorer. Son regard restait sauvage alors qu'elle se retournait, se jetait vers la fenêtre et bondissait dans la nuit, ne laissant derrière elle que des éclats de verre et l'odeur de sa puissance bestiale. Plus tard, au ministère, elle était assise derrière son imposant bureau en chêne, comme si rien ne s'était passé. Elle portait à nouveau la même blouse bleue sombre, froissée, et ses cheveux étaient toujours aussi sales qu'auparavant, comme si tout ce qui venait de se passer n'avait été qu'une hallucination. Sur la table, un nouveau dossier reposait, rempli de cas nécessitant une attention urgente. « Alors », dit-elle, sa voix calme, presque paresseuse, « nous avons beaucoup de travail. » Je réajustai ma cravate, hochai la tête et sortis dans la nuit, essayant de chasser de mon esprit l'image qui y serait gravée pour toujours. Histoire 2. Avant de quitter mon refuge modeste, j'ouvris l'almanach des singularités. Ce lourd volume, sentant la poussière et quelque chose d'indéfinissablement ancien, ne se sortait presque jamais sans raison. Je dus le lui arracher des mains rigides, du précédent propriétaire. Il était déjà mort, enterré dans une église abandonnée à la périphérie, il ne protesta donc pas. Au lieu d'un marque-page, j'utilisais un fragment d'os, un cadeau du même propriétaire. L'os reposait sur la page intitulée « Sang », et je glissai mes yeux vers le bas de la liste. Bête sanguinaire. Le sang se fige dans les veines. Boire du sang, voire aussi cocktail inquiétant. Sans sang, et enfin ce que je cherchais, lune sanglante. La description était concise,
Pas d'explication astronomique commune, ni de prophétie éculée sur la fin du monde. Tout cela était considéré comme trivial dans ce livre. À la place, il y avait des détails sur les créatures affectées par la lune sanglante, des loups-garous porteurs de lycanthropie et des fées. Ce dernier point m'étonna, mais honnêtement, il expliquait tout. Surtout le document qui reposait sur mon bureau, à côté de l'almanach. Adresse, liste des résidents, avertissement. Ma tâche était de les vérifier, et s'ils enfreignaient les règles, de les renvoyer. Je fermais le livre, plaçais soigneusement l'os dans ma mallette, ajoutais un flacon de liquide ambré et enfilais mon manteau. Le moteur de ma voiture hybride démarra au premier tour, et je pris la route en direction du cœur sombre de l'Angleterre dans la nuit. Cela faisait des années que je traquais les primes. Ma spécialité était étroite. Je pourchassais ceux qui violaient les conditions d'existence dans le monde humain. Vampires, banshees, boggars, lutins à bonnet rouge. Tous avaient un point commun. Des lois anciennes que les humains avaient oubliées, mais pas nous. Mon objectif ce soir-là, une troupe de fées. La lune sanglante baignait les collines d'une lueur rougeâtre. Les villes et villages d'Angleterre étaient en devenus mes terrains de chasse. Les vols au-dessus des jardins soignés, des pubs aux enseignes dorées, des vieilles maisons en briques me rappelaient sans cesse pourquoi je faisais ce travail. Chacun de ces citoyens paisibles méritait de rester à l'abri de ce qui les entourait. Je tournais dans un étroit chemin bordé d'ormes. La fumée s'élevait des cheminées de cottages solitaires, et je voulais croire que les gens derrière leurs fenêtres dormiraient ainsi paisiblement, sans savoir qui vivait tout près. Ma voiture s'arrêta au bord d'un champ. Au centre, le profil solitaire d'un vieil arbre se détachait, ses branches arquées, ressemblant à des griffes, s'étendant vers la lune. Je pris ma mallette et sortis. La nuit était calme. Même le vent ne perturbait pas l'herbe. Le seul bruit était ma respiration et un léger bourdonnement. En m'approchant de l'arbre, je perçus un mouvement, petit, rapide, presque imperceptible. Lorsque je fis le point, une minuscule créature à ailes transparentes, au visage féminin et aux yeux brillants, étrangement vivants, apparut devant moi. Une fée. Elle se tourna vers moi et, d'une voix aiguë mais râpeuse, dit « Que regardes-tu » Pendant un instant, je perdis mes mots. Ses petites ailes continuaient de vibrer et sa voix devenait de plus en plus rauque. « Tu crois pouvoir t'approcher ici comme ça ?» La lune sanglante la frappait certainement. La fée semblait être sous l'effet de l'alcool. « Calme-toi, dis-je doucement. Nous ne voulons pas de problème. »« Va au diable !» cria-t-elle en se lançant vers moi, agitant ses petits poings et pieds. Lorsque j'avais acheté la voiture, elle venait avec un mini-aspirateur destiné à nettoyer les miettes et le sable. Mais, comme il s'avéra, son utilité allait bien au-delà du simple nettoyage du sol. Je le sortis du sac à dos, sentant mes doigts légèrement trembler. Pendant ce temps, la fée, qui s'était échappée de l'emprise de la lune sanglante, tournait autour de mon visage, prête à attaquer à nouveau. J'appuyai sur le bouton. Un cri aigu se fit entendre, et la minuscule créature disparut instantanément dans l'aspirateur. De là, on entendit des cris et une série d'injures que, franchement, je n'aurais jamais imaginé devenant d'une créature aussi petite. « Reste là jusqu'à ce que tu te calmes, » dis-je, essayant de ne pas penser à combien d'autres monstres minuscules pouvaient se cacher tout près. Je me détendis un instant, mais ressentis immédiatement une douleur lancinante dans mon bras gauche, puis une piqûre dans l'oreille, nez, menton, épaules. L'attaque fut soudaine et féroce. Je reculai, mais en me retournant, je réalisai que toute la troupe de fées était sortie de l'arbre. Il y en avait bien plus que je n'avais pu compter, et chacune semblait possédée par la folie lunaire. Elles se jetèrent sur moi, griffant, mordant, déchaînant une tempête de rage et d'ailes. Avec difficulté, je parvins à ouvrir mon sac et à en sortir un flacon en verre. « Regardez !» criai-je en le levant au-dessus de ma tête. « C'est du baume après rasage des années 70, le plus brutal de tous ceux qui ont existé. Vous ne voulez pas que je l'utilise. Et moi non plus. Mais, bien sûr, les fées ne m'écoutèrent pas. Leur attaque se renforça. « Très bien, vous l'avez voulu, » dis-je entre mes dents, me mettant un peu de baume sur le visage. La brûlure se fit immédiate, mais l'odeur, c'était pire que n'importe quelle torture que j'aurais pu imaginer. C'était l'arôme d'un temps révolu, un mélange d'huile chimique bon marché et de quelque chose de si répugnant que même la chair en décomposition aurait semblé un parfum agréable. J'avais du mal à réprimer ma nausée, tandis que l'odeur commençait à envahir l'air. La réaction des fées ne se fit pas attendre. Une à une, elles tombèrent au sol, s'agrippant à leurs petits coups. Celles qui pouvaient encore bouger tentèrent de ramper. Leur visage montrait une mixture terrifiante de douleur et de dégoût. Je pris un récipient métallique dans le coffre de la voiture, ouvris le couvercle et, froidement, dis « À l'intérieur ». Elles se soumirent. La troupe, autrefois pleine de fureur, semblait maintenant vaincue et humiliée. Le trajet jusqu'au ministère fut pénible. Les petites blessures laissées par les fées me brûlaient, et l'odeur du baume après rasage me poursuivait comme un brouillard indissipable.
Quand je m'arrêtai enfin devant le bâtiment imposant au centre de la ville, mes jambes tremblaient et ma lèvre supérieure ne réagissait presque plus à cause de la douleur. Je me présentai au gardien et traversai le long couloir jusqu'à la porte portant la plaque indiquant « Florence T. Butterworth ». Chaque fois que je voyais son nom, je ressentais un mélange de vénération et de peur. Personne n'était comme Florence T. Butterworth. Je frappai à la porte. « Entrez !» Une voix rauque se fit entendre de l'intérieur. Elle était assise derrière un immense bureau en chêne, feuilletant les pages d'un livre. Ses doigts étaient attachés de nicotine, et ses cheveux encadraient son visage comme si elle n'avait pas vu d'eau depuis des semaines. Sur sa chemise en soie bleu marine, légèrement décolorée, reposait la poussière de la pellicule. Elle leva les yeux, et je remarquai comment son regard s'attarda sur moi plus que d'habitude. « Tu sens... intéressant », dit-elle, avec un léger dédain. L'odeur du baume était toujours imprégnée sur ma peau, mais je parvins à capter son propre parfum. Un mélange de sueur stagnante, de whisky bon marché et de cigarettes. Et, pour une raison que je ne pouvais expliquer, cela fit accélérer les battements de mon cœur. « Tu as des nouvelles de ta dernière mission ?» demanda-t-elle en désignant la boîte d'un geste dédaigneux. « Oui », répondis-je en lui tendant le conteneur. Les fées à l'intérieur avaient cessé de gémir et ne laissaient plus échapper que de légers souffles. « Parfait », dit-elle en ouvrant un coffre-fort dans le mur et en y rangeant le conteneur. « Tu savais qu'à un moment donné, on pensait que la lune sanglante affectait les fées à cause de la pollution de l'air ? Aujourd'hui, on dit plutôt que ça a à voir avec le changement climatique. Lorsque j'avais acheté la voiture, l'un des accessoires était un mini-aspirateur. Mais je découvris rapidement que je pouvais lui attribuer une autre fonction que de nettoyer les miettes du sol. Je le sortis de mon sac à dos et le dirigeai vers la fée, qui, à nouveau, se retourna, prête à tenter un nouvel assaut. Ses ailes brillaient sous la lumière de la lune sanglante, et ses yeux reflétèrent la folie. J'allumai l'aspirateur. Le bruit du mécanisme ressemblait à quelque chose venu tout droit des enfers, et en un instant, la fée fut aspirée. De l'intérieur, on entendit des cris et des malédictions, des sons qui emplissaient désormais mes oreilles. « Reste là jusqu'à ce que tu te calmes », lui dis-je, tentant de garder mon calme et prenant une profonde inspiration. Au début, je pensais que cela ne serait pas si difficile, mais soudainement, une douleur aiguë traversa mon bras gauche, puis une démangeaison me piqua l'oreille droite, comme si des milliers de fourmis la traversaient. Quelque chose me mordit au nez, au menton, et je sentis comment des dizaines de fées en furie commençaient à m'attaquer. Je ne savais pas exactement quand elles étaient en sortie de l'arbre, mais maintenant elles étaient mon dos partout. Elles se jetaient sur moi, criant, griffant, mordant. Toute la troupe m'assaillait avec une rage contagieuse. Je reculais, presque en tombant, mais parvins à ouvrir mon sac et à en sortir un flacon. Mon cœur battait fort, l'adrénaline bouillonnait dans mes veines. « Regardez !» criai-je en levant le flacon au-dessus de ma tête. « C'est de la lotion après rasage des années 70. C'est brutal. Vous ne voulez pas que je l'utilise. Et moi non plus. » Mais les fées ne m'écoutèrent pas. Leur attaque s'intensifia. Petites dents et griffes me mordaient et me griffaient. Leurs poings et pieds bougeaient de façon chaotique. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre choix. « Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix, » murmurai-je, et commençai à appliquer la lotion sur mes joues. La brûlure se fit instantanément sentir, et je ressentis la douleur s'intensifier. Mais ça n'était rien comparé à l'odeur immonde, un mélange de viande en décomposition et d'huile chimique qui me fit frissonner. J'avalai difficilement ma salive pour éviter de vomir, tandis que l'odeur de la lotion commençait à envahir mon visage. Les créatures commencèrent à tomber au sol, certaines s'étouffant, d'autres reculant, terrifiées. Je vis l'horreur sur leur visage lorsqu'elles comprirent que nous les avions vaincus. Je retins ma cravate et sortis un conteneur métallique du coffre de la voiture. « À l'intérieur, leur ordonnai-je. Je vais vous amener au ministère. » Chaque mouvement était douloureux. Les petites blessures laissées par les fées brûlaient, comme si le feu me dévorait de l'intérieur. Lorsque je me retrouvai devant l'imposante bâtisse en ville, ma lèvre supérieure tremblait de douleur et de fatigue. Je me présentai aux fonctionnaires à l'entrée et marchai le long du long couloir jusqu'à la porte portant la plaque indiquant « Florence T. Butterworth ». Tout mon corps se mit à trembler. Florence T. Butterworth n'était pas comme les autres femmes. Sa présence était à la fois terrifiante et fascinante. Je frappai et entrai. Elle était assise derrière un énorme bureau en chêne, feuilletant les pages d'un livre de comptabilité, les doigts tachés de nicotine. Ses cheveux gras encadraient son visage pensif et des pellicules recouvraient en sa chemise bleu marine. Ses yeux croisèrent les miens, et elle dit « Tu sens intéressant. J'avais toujours su que Florence T. Butterworth ne se souciait pas de ce que les autres pensaient, mais maintenant, ces mots touchèrent quelque chose en moi. Personnellement, j'étais fasciné par elle, très fasciné. Malgré l'odeur désagréable de la lotion après rasage, je parvins à capter son parfum, un mélange enivrant de sueur rancie, de cigarettes et d'alcool.
Mon cœur battit un peu plus vite. « Tu as des nouvelles de ton dernier travail » demanda-t-elle, sans quitter son livre des yeux. « Oui » répondis-je en levant la boîte. L'effet à l'intérieur s'était honte et calmé, et seul de doux souffles s'en échappaient. « Bien, bien » dit-elle en prenant la boîte et en se dirigeant vers un grand coffre-fort encastré dans le mur. Elle ferma la porte du coffre et se tourna vers moi. « Que va-t-il leur arriver » demandai-je. « Elles seront surveillées sur leur territoire, et si nous sommes sûrs qu'elles ne commettront plus d'infractions, elles seront relâchées sous licence. » C'était le travail du ministère. Il contrôlait les êtres qui vivaient secrètement parmi nous. Cela restait un secret, même pour le Premier ministre, bien qu'une ligne obscure apparaisse dans les documents budgétaires. Florence Tay Butterworth était la tête du ministère et ma principale cliente dans le métier de chasseur de primes. Son influence et son pouvoir s'étendaient bien au-delà de ce que quiconque pourrait comprendre. Elle sortit une cigarette, la trempa dans un verre de whisky et l'alluma. La flamme éclairait ses traits, leur donnant une lueur sinistre. « J'ai un nouveau travail pour toi », dit-elle en me tendant une feuille, avec un nom, une adresse et une photographie. Sur la photo, un homme aux grands yeux et aux cheveux longs, comme si on l'avait électrocuté. « Il s'appelle Reginald Mount Simpkins Blight », continua-t-elle. « C'est un scientifique, bien sûr il est fou. Son travail a conduit à la création d'un être non mort qui erre sur la Terre. Heureusement, le monstre a été rapidement contenu et Blight a été arrêté sur ordre du ministère. Il y a 2 ans, on lui a accordé une licence et il a vécu tranquille. Il s'est même marié à une vendeuse à la pharmacie où il travaillait et on pensait que sa vie était redevenue normale, jusqu'à maintenant. Elle sortit un ensemble de photos et les étala devant moi. Sur les images, on voyait un cimetière, comme pris d'un drone. Les tombes se dressaient, comme des plaies ouvertes sur la surface de la terre. « Danger zombie », murmurai-je. Florence T. Butterworth acquiesça gravement et ajouta « La licence a été retirée. »« Je ne vais pas te décevoir, dis-je. Je vais le ramener, ainsi que tout ce qu'il libère. » Je me tournai pour partir. « Attends !» cria Florence T. Butterworth. « Tu dois savoir autre chose. » Je me retournai vers elle. Ce n'était pas un problème. Je pourrais la regarder toute la journée. Elle se leva. Blight n'était pas seulement un scientifique fou. Il travaillait au ministère, ce qui le rend personnel. J'espère qu'il y a de la place pour 2 dans ta voiture hybride, parce que je viens avec toi. Je souris et hocha la tête. Son regard était froid et déterminé, et je me sentis soulagé lorsqu'elle ne dit rien de plus, tandis que nous nous dirigions vers la voiture. Il était presque 4 heures du matin lorsque nous prîmes la route. Le scientifique vivait dans un village à 1 heure de là, et le temps glissait, tandis que j'essayais de trouver des répliques ingénieuses, échouant systématiquement. Finalement, nous garâmes la voiture devant une petite maison, avec une enseigne indiquant « Pleasant Particles » et un jardin négligé. « Cet homme a besoin d'aide », pensai-je en sortant de la voiture. Avec Florence T. Butterworth, je sonnai à la porte. « Partez, je n'ai besoin de rien », se fit entendre une voix de l'intérieur. « Nous venons du ministère Blight », hurlai-je en réponse. « Cela n'a pas à être gênant. Laissez-nous entrer et nous nous occuperons de tout. » Aucune réponse. Florence T. Butterworth resta à mes côtés, silencieuse, attendant. J'étais sur le point de sonner à nouveau lorsqu'un cri perça l'air. Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était un hurlement monstrueux, un cri déformé qui traversa l'air comme s'il le déchirait. « Ça vient de l'intérieur », commentai-je en montrant l'évidence. Sans hésiter, Florence T. Butterworth donna un coup de pied dans la porte. Une odeur trop familière nous frappa immédiatement, celle de la décomposition. Nous courûmes dans le couloir en direction du cri terrifiant et pénétrâmes dans une grande pièce. Elle était vide, à l'exception d'une chaise vissée au sol. À la chaise était attachée une femme. Elle se tordait à nouveau, son corps tremblant de spasmes, et un nouveau cri, encore plus affreux, s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas humain, mais quelque chose de totalement différent, indescriptiblement terrifiant. Je vis la peau de son visage se tacher, se détacher en morceaux, révélant des plaies béantes en dessous. Sous sa peau, directement sur sa chair, se faufilaient des larves, des vers minuscules qui se tordaient dans la viande en décomposition. C'était un spectacle répugnant, presque vivant, qui semblait irréel. Elle portait un manteau blanc, à première vue ordinaire, mais l'étiquette cousue disait « Mrs. Anthea M.S. Blight ». Je restais figé, incapable de détourner les yeux. Derrière moi, des pas se firent entendre, et je me retournai. C'était Blight. Il traînait avec lui une énorme valise ancienne, comme s'il portait sur ses épaules le poids du monde entier. « Je vais quelque part », dis-je, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Et alors, je fis quelque chose d'horrible, de honteux, quelque chose qui me entra jusqu'à la fin de mes jours. Je clignai de l'œil à Florence T. Butterworth. Elle me fixa avec le mépris que je méritais, puis dirigea son regard vers Blight. « Quel malheur pour toi !» dit-elle d'une froideur implacable. « Tu as transformé ta femme en zombie. » Blight éclata en sanglots.
Ses yeux se remplirent de larmes et il parvint à peine à prononcer « Elle est morte dans un accident. Je ne pouvais pas vivre sans elle. » Alors j'ai mélangé ma formule et je l'ai emmenée à sa tombe. Seulement. Quoi ? Demanda Florence T. Butterworth, sa voix glacée de colère. Avant que Blight ne puisse répondre, le trapèze au plafond se mit à craquer. Il vibrait comme si une force invisible tentait de le briser. Je ne pus dissimuler mon inquiétude. Il y a quelque chose dans le grenier. Florence T. Butterworth haussait un sourcil et regardait à nouveau Blight, son regard de plus en plus tendu. « Qu'as-tu fait ?» demanda Florence T. Butterworth, sa voix devenant rauque sous le coup de la colère. « J'ai versé la formule dans la terre, » balbutia Blight. Je n'étais pas sûr de sa puissance, je n'avais pas le matériel nécessaire dans le laboratoire. Je ne voulais pas l'utiliser directement. Il se tut un instant, respirant difficilement. « Et ?» insista Florence T. Butterworth. C'était presque l'aube lorsque tout explosa. Le scientifique vivait dans un village à 1 heure d'ici, mais le temps s'était écoulé à une vitesse folle pendant que je tentais de trouver des réponses, échouant encore et encore. Finalement, nous arrivâmes sur place, garant la voiture devant une petite maison avec une enseigne indiquant Pleasant Particles et un jardin négligé. « Cet homme a besoin d'aide, pensai-je en sortant de la voiture. Aux côtés de Florence T. Butterworth, je sonnai à la porte. « Partez, je n'ai besoin de rien, » répondit une voix de l'intérieur provenant du seuil. « Nous venons du ministère, Blight, » hurlai-je en réponse. « Cela n'a pas à être gênant. Laissez-nous entrer et nous nous occuperons de tout. » Aucune réponse. Florence T. Butterworth resta là, silencieuse, attendant patiemment. J'étais sur le point de sonner à nouveau lorsque soudain, un cri déchirant déchira l'air. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais un hurlement monstrueux, un son tordu et abominable qui perça l'air. « Ça vient de l'intérieur, » commentai-je, réalisant l'évidence. Sans hésiter, Florence T. Butterworth donna un coup de pied dans la porte et immédiatement, une odeur nauséabonde nous frappa, celle de la décomposition. Nous courûmes à travers le couloir, guidés par le bruit terrifiant, jusqu'à ce que nous arrivions dans une grande pièce. Elle était vide, à l'exception d'une chaise fixée au sol où était attachée une femme. Elle se tordait violemment, son corps tremblant de spasmes, et un cri encore plus terrifiant s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas humain, c'était quelque chose de complètement étranger, un cauchemar qui ne devrait pas exister mais qui était bien là. Je vis la peau de son visage se tacher, se détacher en morceaux, révélant de horribles plaies. Sous sa peau, des larves, des vers minuscules, se glissaient dans la chair pourrie. C'était un spectacle si grotesque que, dans un premier temps, il semblait irréel. Elle portait un manteau blanc, apparemment ordinaire, mais l'étiquette disait « Madame ». Antheia M. S. Blight. Je restais figé, incapable de détourner le regard. Derrière moi, des pas se firent entendre, et je me retournai. C'était Blight. Il traînait une vieille et immense valise, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. « Je vais quelque part », dis-je, sentant les mots se bloquer dans ma gorge. Et puis, je fis quelque chose de terrible, quelque chose qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Je clignai de l'œil à Florence T. Butterworth. Elle me regarda avec le mépris que je méritais, puis tourna son regard vers Blight. « Quel malheur pour toi !» dit-elle d'une voix glacée. « Tu as transformé ta femme en zombie. » Blight s'effondra à genoux, éclatant en sanglots. Ses larmes semblaient insincères, mais il ne pouvait pas stopper ce qu'il avait lui-même déclenché. Sa femme zombie continua d'avancer vers nous, suivie des corps qui étaient encore entiers ou presque intacts. La tempête de mort tournait autour d'elle et tous marchaient un derrière elle comme s'ils étaient contrôlés par une force obscure. Elle était au centre, telle une reine, et tous ces morts la suivaient sans le savoir. La seule chose claire était que sa colère était dirigée contre nous, contre Florence T. Butterworth et contre moi. Nous étions condamnés. Les zombies, une fois qu'ils commencent à bouger, ne s'arrêteront plus. Ils nous détruiront, nous dévoreront et nous transformeront en ce qu'ils sont. J'ai tenté d'accepter ce qui allait se passer lorsque soudainement Florence T. Butterworth commença à changer. Je l'avais déjà vue une fois, mais cela n'enlevait rien au choc. Ses ongles se transformèrent en griffes, s'étirant comme des aiguilles pour devenir de terribles crocs prêts à déchirer tout sur leur passage. Ses cheveux se détachèrent de sa peau, et une couche épaisse de fourrure noire recouvrit son corps, comme un masque sauvage qui déformait son visage. Je dois admettre qu'à ce moment-là, il était plus facile de penser que ses vêtements se transformaient en haillons, se décomposant à ses pieds. Ce n'était pas seulement le résultat de sa transformation, mais aussi, apparemment, ce qu'il y avait de plus modeste dans ce qui se passait. Je te jure, la femme que j'avais secrètement adorée pendant si longtemps se révéla être une femme loup. Sa bouche, désormais pleine de crocs, se tordit en un sourire méprisant. Elle saisit l'un des zombies par le cou et cria aux autres « Reculez, ou je décapite votre maîtresse et je la mange ensuite !» Je déglutis avec force, sentant la sueur sur mon front. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder et attendre. Ce n'était plus une simple menace, c'était quelque chose de bien plus grand.
En un instant, les morts commencèrent à reculer, se déplaçant lentement, s'éloignant des coins de la pièce, comme s'ils pouvaient sentir la menace que représentait la nouvelle et sombre force dans laquelle Florence T. Butterworth s'était transformée. Ils se retirèrent de nous, et moi, pris entre la peur et l'admiration, je murmurai « Tu l'as fait ». Nos regards se croisèrent un bref instant, et dans ses yeux pleins de colère et de souffrance, je vis quelque chose que je n'attendais pas. De la déception. Mon Dieu, pensai-je, voulait-elle vraiment manger la tête décapitée d'un zombie? Cette pensée se referma dans mon esprit instantanément, comme une porte qu'on ne veut pas ouvrir. Je ne voulais pas le savoir, et j'espérais ne jamais le savoir. Après cet événement, tout se déroula à une vitesse vertigineuse. Florence T. Butterworth rugit après moi, exigeant que je contacte immédiatement le ministère et demande une équipe de confinement. Ils arrivèrent à temps. Blight et sa femme zombie furent arrêtés, et un aspirateur industriel fit ce que mon petit aspirateur n'avait pas pu faire. Il aspira la tempête de mort en quelques minutes. Les restes en décomposition furent soigneusement emballés à l'arrière d'un fourgon. Lorsqu'on en eut fini, ils partirent, nous laissant seuls. Je sentis comment un silence lourd remplissait la pièce, tandis que Florence T. Butterworth commençait à retrouver sa forme humaine. Ses griffes disparaissaient lentement, son pelage tombait, la transformant à nouveau en la femme que j'avais connue avant ce cauchemar. Je me retournai tandis qu'elle ramassait ses vêtements, et elle, comme si elle ne me remarquait pas, se dirigea vers le miroir pour se recoiffer. Je restais là, face au mur, quand soudain je sentis une main sur mon épaule, une main humaine. Je me tournai. Florence T. Butterworth me regardait, déjà complètement revenue à sa forme humaine. Je ne savais pas quoi dire. Les mots ne sortaient mon pas. C'était horrible, dis-je, comme si j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Vraiment, c'était horrible, répondit-elle, puis elle sourit, se pencha vers moi et murmura à mon oreille « Un vrai gentleman garde toujours son calme. » Je ne savais pas comment répondre, et probablement ne devais-je pas. Mais à ce moment-là, à l'aube, quand il n'y avait plus de monstres, quand il n'y avait plus de peur, le monde semblait bien plus parfait qu'il ne l'avait jamais été. Histoire 3. J'ai grandi dans un petit village tranquille de l'Idaho, ces endroits où la seule excitation un vendredi soir était la bière bon marché et la cigarette mal roulée de quelqu'un. Pour des gars comme moi et mes amis, les week-ends suivaient un cycle prévisible. On se retrouvait, on achetait ce qu'il fallait et on partait au milieu de nulle part, là où personne ne pourrait nous attraper. C'était une distraction bête et inoffensive, ou du moins c'est ce qu'on croyait. Mais tout a changé une nuit froide et crissante à l'automne 2005. Ce vendredi a commencé comme n'importe quel autre. On s'est retrouvés à la station-service au bord du village, celle avec des néons clignotants qui lui donnaient un air étrange, presque hanté. Pendant qu'on achetait des bières et des cigarettes, on plaisantait et rigolait, ce genre de conversation sans fin qui te fait te sentir invincible à 17 ans. C'était peut-être ça, à 17 ans. Le plan était de se rendre à notre endroit habituel dans le désert, un canyon caché suffisamment loin de la route pour qu'on ne voie pas l'éclat de notre feu de camp. Mais il y avait quelque chose de bizarre cette nuit-là, un silence dans l'air, une démangeaison entre mes omoplates que je ne pouvais pas secouer. Les arbres autour de la station-service se dressaient comme des squelettes, avec des branches nues qui déchiraient le ciel comme des doigts osseux. Le vent les poussait dans un mouvement lent, et le bruit me parcourut le dos comme un frisson. Je me réprimandai intérieurement. Ne sois pas un lâche, c'est juste le vent. Il ne s'est jamais rien passé dans le désert. On l'a fait des tonnes de fois, peut-être même plus. Pourtant, cette sensation d'inconfort restait dans mon ventre, lourde et froide, comme une pierre. On arriva au canyon peu après la tombée de la nuit. À 20 miles à l'ouest du village, un rapide trajet sur la route, puis un chemin poussiéreux et chaotique à travers les armoises. Le canyon n'était pas grand-chose, juste un creux dans l'immensité des broussailles, mais il nous offrait une couverture. Pas de lumière, pas de policiers, pas de voisins curieux. Comme d'habitude, on alluma le feu avec une pile de palettes volées, les flammes crépitant et léchant le ciel nocturne. On buvait, on fumait, on rigolait. Les heures passaient, et lentement, un par un, les autres s'en allèrent, rentrant chez eux tandis que la fête s'éteignait. À 2 heures du matin, il ne restait que Sarah et moi. Aucun de nous deux ne voulait que la nuit se termine, alors je suggérais qu'on fasse un tour autour du lac Harrison. Ce n'était pas loin, peut-être à 10 autres miles sur la route, et cela semblait être une bonne façon de prolonger un peu la soirée. Le lac n'était rien de spécial, une mare stagnante en réalité. En été, c'était un endroit pour nager et pêcher de manière médiocre. Hors saison, c'était un lieu mort de silence, parfait pour se garer et discuter. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La route était sombre, une bande noire coupant le désert, sans la lune pour éclairer le chemin. Lorsque nous tournâmes sur la route de terre menant au lac, je remarquai immédiatement quelque chose, une lueur orange au loin, un feu de camp.
En soi, cela n'avait rien de particulièrement étrange. Personne ne venait ici en plein automne, à moins d'avoir de mauvaises intentions. Pourtant, je me disais que c'était probablement quelqu'un que nous connaissions. Les petits villages comme le nôtre ne laissaient pas beaucoup de place aux étrangers. En entrant dans le parking de gravier, le feu de camp devint entièrement visible, et l'inconfort que j'avais ressenti auparavant revint de manière intense. Là, juste à côté de la route, dans une petite clairière, se tenaient 6 silhouettes. Elles étaient vêtues de robes noires, les capuches abaissées couvrant leur visage. Elles formaient un cercle autour du feu, leurs silhouettes vacillant et se tordant sous la lumière, comme quelque chose échappé d'un cauchemar. Mais ce n'était pas seulement leur présence qui me nouait l'estomac, c'était ce qu'elles étaient en train de faire au centre de leur rituel. Un poteau de bois, haut de 3 mètres au moins, se dressait au-dessus du feu. À son sommet, quelque chose était empalé, une petite forme sombre, molle et inerte. Je plissais les yeux, essayant de comprendre ce que je voyais. C'était un animal, je réalisais, un chat ou peut-être quelque chose de similaire. Son pelage était calciné, les bords de son corps se courbant sous l'effet de la chaleur. Dès que Sarah aperçut ce qui se passait, sa main se serra autour de mon bras comme un vis. Sa voix s'échappa dans un souffle aigu, rempli de panique. « Mon Dieu, sors-nous de là !» Je hochai la tête, mon propre cœur battant la chamade dans mes oreilles. Mais quelque chose en moi se hérissait. Je ne pouvais pas simplement partir sans rien dire. Ces salauds torturaient ce pauvre animal, et ce n'était pas juste. Avant même que je puisse me convaincre de ne rien faire, je baissai la fenêtre. La première chose que j'entendis fut le chant. Bas, guttural et rythmique. Ce n'était dans aucune langue que je comprenais, mais cela avait la cadence froide et clinique d'un rituel. Du latin peut-être, ou quelque chose de plus ancien, quelque chose de bien pire. Le son me donna la chair de poule, mais je passai outre les alarmes qui se déclenchèrent dans ma tête et je criai vers eux. « On va vous dénoncer tous à la police, bande de frics, pour avoir torturé ce maudit chat. » Ma voix résonna claire et forte dans la nuit. C'est alors que tout partit en vrille. Une des silhouettes tourna la tête vers nous, et le mouvement était complètement dérangé. Trop rapide, trop précis, comme un oiseau qui réagit au moindre signal. Puis, elle émit un bruit que je n'oublierai jamais, un son qui semblait déchirer l'air. Ce fut un grognement guttural, profond et rauque, mêlé à quelque chose d'humain. Le rugissement d'un lion, entrelacé avec le cri aigu d'une femme hurlant. Ce genre de bruit qui fait que la partie la plus primitive de ton cerveau hurle de fuir. Les poils de ma nuque se hérissèrent, tandis que l'adrénaline parcourait mon corps. Sans réfléchir un instant de plus, je passai la voiture en drive et appuyai à fond sur l'accélérateur. Les pneus soulevèrent de la gravier alors que nous fuyions, mais avant même que je ne puisse pousser un soupir de soulagement, je vis l'un de ces êtres, retirer sa cape et se jeter sur ses 4 pattes. Et il courut. Non seulement il courut à une vitesse inhumaine, ses mouvements à la fois brusques et fluides, comme un prédateur qui avait attendu des siècles pour ce moment précis. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur, et sous la pâle lumière de la lune, je le vis. Quelque chose de monstrueux, son corps mince et musclé comme celui d'un loup, mais tordu de manière à ne pas appartenir à ce monde. Mi-homme, mi-quelque chose de bien pire. Il nous rattrapait. La voiture tremblait sous l'accélération, le compteur de vitesse grimpant. 50, 60, trop rapide pour la route de terre, mais pas assez pour échapper à cette chose. Mes mains se cramponnaient au volant avec une telle force que mes jointures me faisaient mal, mais mes yeux restaient rivés sur le rétroviseur. C'est alors que je le vis à nouveau, courant à nos côtés, à une vitesse de 80 km à l'heure. Je tournai la tête, et là, il était, juste en dehors de ma fenêtre. Ses yeux rouges brillants percèrent l'obscurité. Son visage, ou plutôt son absence de visage, n'était qu'une pure noirceur. Un vide là où ses traits auraient dû être. Et puis il parla. « Vous êtes à nous maintenant. Vous ne nous échapperez jamais. » La voix n'était pas humaine. Elle était profonde et résonnante, chargée d'une malveillance qui vibrait jusque dans mes os. Mon esprit hurlait de détourner les yeux, mais je ne pouvais pas. J'avais l'impression que ses yeux m'aspiraient, m'attirant dans n'importe quel enfer dont il venait. Dans un cri de panique, j'appuyai à fond sur l'accélérateur. Le moteur protesta, mais la voiture continua d'avancer et enfin, la créature commença à se faire distancer. Lorsque nous arrivâmes à la route principale, elle avait disparu. Le trajet de retour chez Sarah fut un flou de respiration haletante et de regards nerveux par les fenêtres. Aucun de nous ne dit grand-chose. Que pouvions-nous dire ? Nous étions trop terrifiés pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Lorsqu'enfin Sarah parla, sa voix était faible, tremblante. « Tu peux rester chez moi ce soir ? Mes parents sont partis et je ne veux pas être seul. » Je n'avais même pas besoin qu'elle me convainque. L'idée de retourner chez moi tout seul, de traverser cette portion sombre de route, me nouait l'estomac.
Oui, dis-je, avalant difficilement, bien sûr. 15 minutes plus tard, nous arrivions dans l'allée. La maison était sombre et la rue était silencieuse, ce genre de silence qui vous serre, qui fait que le monde semble plus petit. Pendant un instant, je laissais l'idée que nous étions en sécurité m'envahir. Nous n'avions rien vu depuis que nous étions sur la route. Nous l'avions sûrement laissé derrière nous. Mais c'est ça, les cauchemars. Ils ne se terminent pas simplement parce qu'on pense s'être réveillé. Nous n'avions aucune idée de ce qui continuait de nous traquer. La nuit était loin d'être terminée et le pire était encore à venir.